Alive, king alive, handsome alive. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. Aléa, c'est inattendu. Et c'est tout de suite sur France 3. Demain sur France 3, Julien Lepers, un rien nerveux. Pourquoi, pour qui tout ce stress? Les grandes écoles, questions-réponses, c'est parti, bonne soirée. La potion d'excellence, ils sont tombés dedans. Comment appelle-t-on l'école de l'air? Béton. Bien joué. Attention, Note de la rédaction? Bien joué. Senghor? Bonne réponse. Louis XIII? Louis XIII, très bien. nos futures élites jouent leur prestige. Question pour des champions. Voilà. Spécial Grandes Écoles, demain, 20h55 sur France 3. Allons Alain, au lit là-haut, ici et là. Allez là. Vagabondo di Camiroa. Aléa. Alors vous l'avez retrouvé? Avec beaucoup de soulagement, oui. Et qui est ce charmant jeune homme? C'est un personnage énigmatique, sans doute c'est un Florentin des années 1450. Le 15 janvier 1999, le célèbre tableau L'Inconnu, attribué au peintre florentin Paolo Uccello, est volé au musée des Beaux-Arts de Chambéry. Fait étrange, 6 ans plus tôt, ce vol avait été décrit par le menu dans le premier roman d'André Gilbertas, Le maire de Chambéry, publié en 1993. Le tableau fétiche du musée des Beaux-Arts de Chambéry a été volé hier soir. Il s'agit du portrait d'un inconnu attribué à Paolo Uccello, un peintre florentin du XVe siècle. Le vol a été découvert par le personnel du musée. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Fait troublant, le vol de ce tableau avait été imaginé par le maire de Chambéry, André Gilbertas, dans le premier roman qu'il avait publié en 1993, L'Inconnu. Si vous croyez que le métier que je fais, c'est un boulot de tout repos, vous mettez le doigt dans l'œil. Cette affaire commençait mal. Un vol de tableau à Chambéry. Ah, c'est là-bas. Il était là. C'est ça. Et comment... Oui. Comment ça s'est passé? Qui a découvert le vol? Le vol a été découvert quand le musée a été mis sous alarme le soir. Et donc à ce moment-là, on s'est aperçu que quelque chose n'allait pas parce que l'alarme refusait de se mettre en route et signalait l'absence du tableau. Mais alors là, il y avait des contacteurs de système de sécurité, non? Oui. Tout à fait. Et ça n'a pas fonctionné? Non, c'est-à-dire apparemment le système dont nous pensions qu'il fonctionnait 24 heures sur 24 ne fonctionnait plus que la nuit. Ah, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait des visites, il ne fonctionnait pas, donc? Non. Donc on pouvait arracher le tableau, il ne se passait rien. Ce qui a été fait. Et la caméra était où? Alors Je ne vois pas la caméra est... Il n'y en a pas dans cette pièce? côté. Mais il n'y en a pas dans la pièce, non. Le maire, romancier à ses heures, avait déjà écrit l'histoire de l'inconnu d'Uccello.
Le maire, sans doute préoccupé par un autre rendez-vous, interrogea avec vivacité l'adjoint du regard, qui aussitôt affirma avec force qu'il fallait profiter de ce vol pour réorganiser les musées. Ce vol n'était pas le fait du hasard, mais le résultat de l'incurie qui régnait dans les musées, et qu'il était décidé à y mettre bon ordre. Bien qu'il fût demeuré silencieux jusque-là, le conservateur, qui suivait avec une attention croissante la discussion, se mit aussitôt à protester avec vigueur. Il n'avait que peu de moyens, pas assez de crédit, pas assez de conservateurs, pas assez de gardiens, et même pas assez de public. « C'est votre faute », s'écria l'adjoint indigné. « Les musées doivent être aujourd'hui gérés comme des entreprises. » Alors, si je me souviens bien, à cette époque, c'était vous l'adjoint, donc c'est vous l'adjoint. J'étais pas l'adjoint à la culture, oui, j'étais premier adjoint dans la ville de Chambéry. Mais le livre, là, il n'est pas écrit en tant qu'adjoint au maire, il est écrit en tant qu'auteur, quoi. Donc c'est un dédoublement de la personnalité, là. À l'époque, il y avait un conservateur qui était Armand Hamann, qui se trouvait ici. Je l'avais prévenu, il m'avait dit que le tableau était bien préservé, bien gardé. J'avais donc toutes ces assurances. Il m'avait d'ailleurs invité courtoisement à venir constater qu'il y avait une caméra, qu'il y avait une alarme électronique, qu'il y avait un gardien qui était à côté, que le tableau par ailleurs était invendable. Et que rien n'a fonctionné comme dans le livre, parce que, vous savez, les alarmes, quelquefois, sont débranchées par les gardiens parce qu'elles se mettent en alerte trop facilement. Donc, quand ils arrivaient, ils la débranchaient. Il n'y avait pas de caméra, ce jour-là, fixée directement sur le tableau lui-même. C'est un... Excusez-moi, mon stylo qui marche pas, je peux... Je vous en prie. Merci. Donc en fait, ça a fonctionné ou ça n'a pas été pris en compte? Ça n'a pas... L'alarme était débranchée, donc elle n'a pas fonctionné, ce qui était tout à fait normal. Les gardiens la débranchaient en arrivant et la rebranchaient quand ils partaient. Dans cette histoire du portrait volé d'Uccello, la fiction et la réalité allaient se côtoyer tout au long de l'enquête. On peut avoir des surprises avec les artistes, répondit le commissaire. Souvenez-vous de la Joconde. C'était un vol patriotique, répliqua Visentini, d'autant plus vivement qu'il s'était autrefois passionné pour ce qu'il considérait comme la première tentative de rapatriement d'une œuvre d'art. Rien ne semble vrai qui ne puisse sembler faux, conclut le commissaire. Le tableau Portrait d'un inconnu, dérobé il y a 10 jours au musée des Beaux-Arts de Chambéry, a été retrouvé ce matin par 2 gendarmes sur un parking d'Aix-les-Bains. L'œuvre d'art du XVe siècle attribuée au peintre Uccello n'a subi que de légers dommages. Le tableau est actuellement dans les locaux de la police judiciaire. Le commissaire chargé de l'enquête devrait le restituer aujourd'hui au musée des Beaux-Arts. Peut-être espérait-il le faire parler. Soucieux de son image, Bresson crut venu le moment d'étonner le commissaire en lui demandant s'il avait remarqué la petite phrase inscrite en bas du tableau. Celui-ci ajusta de petites lunettes rondes pour déchiffrer l'inscription « Elfine fa tutto ». La voix bien frappée de Bresson traduisit « La fin fait tout ». Souvenez-vous-en, dit le commissaire en saluant, de méchante humeur. Alors vous l'avez retrouvé? Avec beaucoup de soulagement, oui. Et qui est ce charmant jeune homme?
C'est un personnage énigmatique, sans doute c'est un Florentin des années 1450, sans doute un homme de pouvoir, ou peut-être un homme d'argent. Il a ce turban, un col de fourrure, et puis cette devise qui ajoute à son mystère, El fin fa tutto, qui est la fin fait tout. Ça veut dire ça? Oui, et on l'interprète à sa guise. Peut-être la fin justifie les moyens, puisque nous sommes à Florence, à l'époque de Machiavel. Ou peut-être encore, c'est la mort qui compte. Et vous en avez vendu combien de... On a vendu 2000 exemplaires pour le moment. 2000? 2000, oui. Sur un tirage de 3000. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses pour ce vol. Il y a des malfaisants, ou bien l'auteur qui veut voir si son livre est bien écrit. Mais ça pourrait être aussi l'éditeur qui veut en vendre plus. Alors écoutez, le lendemain de l'article dans le Dauphiné Libéré sur le vol du tableau d'Uccello, j'ai eu la visite du procureur de la République et du commissaire de police de Chambéry pour acheter un volume justement, et en même temps ils en ont profité pour me poser la question si c'était moi ou pas. Mais... Vous avez dit non? J'ai dit non. Et à moi vous me dites non aussi? Et à vous, je vous fais la même réponse, non. Ce qui en psychanalyse veut dire oui. Bon, bien, à la beauté des femmes. À la beauté des femmes. Ça, c'est un impact de balle, d'une balle que j'ai tirée là-dedans. Ils l'ont jamais fait réparer depuis 15 ans. Ils vont garder ça, ça sera un impact historique. Elle est légalisée, hein, avec le décret loi et tout le bordel. Ah non, c'est du sérieux. En décembre 1985, un coup de tonnerre avait secoué le palais de justice de Nantes. En pleine audience, Georges Courtois, avec 2 complices, avait pris en otage la cour d'assises au grand complet, avocat général en tête. Aujourd'hui, ayant purgé sa peine, il a ses entrées au tribunal, mais avec une carte de presse et un stylo, pas un revolver. Cette opération est une opération ponctuelle. Il sait ce que c'est une opération ponctuelle. Il m'a accusé d'en avoir mené plusieurs. La solution de cette affaire est simple, c'est une alternative. Ou nous partons, ou nous mourrons. Quand ça tire une balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. La tête s'en va. Notre but essentiel est de nous en aller, monsieur Varin. Je m'excuse, mais votre compagnie ne m'est pas vraiment désagréable, mais je suis obligé de partir. J'étais obligé de me mettre là, parce que quand j'étais un petit peu plus haut, avec les poteaux et les lions, tout ça, je voyais rien, tu vois. Et il y avait les tontons flingueurs, ils étaient tous là. Ça, c'est un impact de balle, d'une balle que j'ai tirée là-dedans. Ils l'ont jamais fait réparer depuis 15 ans. Ils vont garder ça, ça sera un impact historique. Quelle que soit la forme de la trace qu'on laisse, je crois que, effectivement, l'essentiel, c'est d'en laisser. Il y a trop de gens qui n'en laissent pas. T'as plein de gens qui vivent et on ne sait pas qu'ils ont vécu. Quoi. Moi, j'ai fait dans le document, c'est-à-dire le casier judiciaire, c'est quelque chose quand même. Alors dans 100 ou 200 ans, eh bien les gens diront, tiens, voilà, un jour il s'est passé ça, ici à tel endroit, c'est quand même curieux, parce que ça devient une espèce de... Enfin, je sais que, par exemple, cette histoire-là est prise un petit peu comme l'histoire d'une ville, quoi. C'est quelque chose qui s'est passé dans un endroit précis, quoi. Ils récupèrent un événement néfaste pour en faire quelque chose
de positif ou de folklorique, parce que bon, ça s'arrête pas à un acte criminel quelconque, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, un accident où il y aurait 50 morts, bon, c'est là que ça s'est passé, quoi. Tout est récupéré, quoi. Ce qui est moche, la mort ou la souffrance ou le beau est mis au même plan, quoi. Ils récupèrent absolument tout et ils en font une histoire. En 32 ans, on a à peine 4 ans de vie commune, parce qu'il était beaucoup en prison. Et la détention détruit un être humain à tel point que quand ils sortent, ils ne sont plus capables de vivre en société. Ils sont tellement assistés que malgré eux, ils ont besoin de l'assistanat aussi à la sortie. Et bon, c'est très difficile à vivre et pour lui et pour son entourage. Et puis, quand il est sorti, il y a 1 an et demi maintenant, on a rencontré le problème de cette prise d'otage qui le poursuivait partout. C'était toujours les mêmes sujets de conversation et ça gravitait un peu autour de nous à cause de ça, par rapport à ça. Ça devenait un petit peu lourd quand même et le fait qu'il soit maintenant dans la lettre à Lulu avec sa chronique judiciaire, ça me paraît être une suite logique au pourquoi de sa prise d'otage et à tout ce qu'il a voulu exprimer à l'époque. Et là, c'est une continuité. Et en plus, ça lui donne un statut social. Il se pose. Donc je pense qu'il maintenant, il va commencer à vivre tout simplement. C'est ça le problème. C'est ça la solution. C'est surtout ça le problème. Je me suis dit pourquoi Georges Courtois ne pourrait pas travailler pour Lulu et pourquoi il ne ferait pas la chronique judiciaire. On savait que l'idée était quand même un peu subversive et que ça ne plairait pas tout le monde de voir Georges Courtois, qui avait tenu à peu près tous les rôles dans un palais de justice, tenir celui de la critique de la justice. Donc on savait bien que l'idée allait choquer certaines personnes, que ça allait faire un peu de bruit, mais on ne pensait pas que ça allait réveiller, en fait, ce que je pourrais appeler la marque Courtois. Mais dans le dossier dont le président fait la lecture, un client avoue avoir obtenu des faveurs sexuelles d'une barmaid lors d'une nuit d'octobre 96 après avoir consommé pour plus de 10 000 francs au bar. On va pas aller plus loin, je vais te filer le sujet, relire ça. Est-ce qu'il y a une autre lecture de ce fait divers-là à faire? C'est pas une provocation, parce que c'est réellement un œil qui nous intéresse sur le petit monde de la justice, en tout cas le théâtre de la justice. Ensuite, c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, ils réagissent, je dirais pas un peu bêtement, mais presque de façon infantile. J'imagine que, je sais pas, je m'imagine un instant, j'imagine l'inimaginable, je me vois procureur. Je suppose que la première chose que je dirais, c'est effectivement, bravo, je préfère le voir là, sur les bancs de la presse, dans le tribunal, plutôt qu'à faire des conneries ici ou là, ou aller rebraquer une banque. Ils ont eu la réaction inverse, une réaction choquée, outragée. Bon, c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que la justice, elle est passée. Il a fait une peine qui a été longue, lourde. Donc je vois pas ce qu'on peut aujourd'hui lui reprocher. C'est un citoyen lambda qui devient chroniqueur judiciaire parce qu'il a une expérience. Elle est légalisée, hein, avec le décret-loi et tout le bordel. Ah non, c'est du sérieux. Hein. On passe à Georges? Quoi à suivre? Ouais. Moi c'est bon, hein. J'ai mon compte. Donc Georges, ta chronique. Ouais, moi, c'est simple, hein, c'est que j'ai fait toujours la même chose, c'est-à-dire que je me suis présenté inopinément au palais de justice et je suis tombé sur un mec qui était en train de passer. Mais en réalité... en correctionnel. C'est au juge unique, là, où il y a un mec tout seul. Hein. Donc, chèque et machin, tous les délits, un petit peu comme ça, tu vois. Ils l'ont quasiment présenté comme un dangereux malfaiteur, quoi. C'est insupportable, tu vois. Et donc, j'ai fait un petit parallèle avec les autres malfaiteurs qui sont plus supportables, tu vois, Nanar, Enco.
Voilà. Et le problème qu'il avait, le mec, c'est qu'en fait, il avait fait un chèque, entre autres, au Crédit Lyonnais, quoi. Et ça, c'était insupportable. La petite chronique de la justice au quotidien, c'est... Le petit chèque, le mec s'emportait à la tronche pour 100 balles. Pour 170 balles. C'est mieux de mettre un chiffre un petit peu bâtard. 180, c'est pas bien. 179, c'est drôle. Ouais, encore que tu aurais pu donner le... Ah ouais, Ce qui est bien, c'est de les chiffres exacts. Attention. À l'avenir, mais à l'avenir... Que je veux dire, hein, je peux y aller demain et m'en trouver un qui passe pour 248 francs 50. Hein. Il y en a tous les jours. Ouais, non, pas tous les jours. Hein. Je crois que c'est une après-midi par semaine. Ouais. Là, c'est clair, il faut faire gaffe à ça. Il faut boulonner un peu les infos, que ça donne pas prise, parce que t'imagines bien aussi que ta chronique... C'est la règle. Regardez, épluchée, lue par le menu. La règle, c'est exact. Et c'est valable pour nous aussi. Hein. Daniel est un gang petit du paraphe. Il a certes le stylo facile, mais également misérable. Il stagne. La formule à 179 francs l'inspire. Il sort son bic et s'en sert. C'est aussi simple que ça. Monsieur le Président et Daniel ne se comprennent pas. Le procureur non plus n'y comprend goutte. Il s'époumonne sur autant de mauvaise foi, voire de malhonnêteté. Le président et le procureur ont de quoi s'offusquer de ce genre d'agissement. Ne sont-ils pas au fait de ceux des tapis, Carignon, Léotard, Longuet, Madelin, Tibéri, Co. Quoique plus noblement adeptes de la fausse facture et de l'emprunt public, ils ont pour eux de ne pas traiter aussi misérablement que Daniel, de délaisser le bic pour le Mont Blanc et de n'avoir pas un planning qui leur permette de comparaître devant messieurs le président et procureur. Un comble, je vous dis, condamné. Quand tu arrives, déjà, tu vois, tu as une douleur dans les jambes. On fatigue le muscle jambier du justiciable, tu vois. Qu'il arrive, ben là, il est à la barre, il a les jambes qui flageolent comme ça. C'est fait pour ça. J'imagine que les gangsters, enfin, je dis les gangsters, les criminels économiques ou commerciaux, je veux dire, les voleurs, bon, je parle pas des mecs qui sont des accidentés, tu vois, mais les gens dont c'est la profession, quoi. Ils se mettent en grève, quoi, illimité. Plus d'audience dans les tribunaux, plus d'arrestations par la police, plus de victimes à l'hôpital, les sociétés d'assurance qui n'en peuvent plus. Mais enfin, c'est terrible, quoi. Normalement, les autorités manifestent pour que la grève cesse, quoi. Comme l'usager de la SNCF est énervé quand il n'y a pas de train. La criminalité est une activité très très bien incluse dans le système social, quoi. Ça fait vivre un nombre de gens impressionnant. Le crime, enfin la mort, quoi, disons. Mais un technocrate quelconque de la haute fonction, tu dis, voilà monsieur, je vous pose une question, combien est-ce que vous pensez qu'il y aura de personnes en prison en l'an 2030 ? On pourrait penser que le mec nous répondrait, bah écoutez, je sais pas, l'évolution sociale, pas du tout. Le mec, il allume son ordinateur. Il y en aura 128 241. C'est programmé, quoi. C'est comme ça. Et ça sera comme ça. Les gens qui passeront ici à la cour d'assises en 2010, ils ont 12 ans aujourd'hui. On est en train de les préparer. Et ils arriveront ici. Là, ils vont le monter sur un dîner, là. La justice devra avoir une image non seulement d'être juste, l'image de quelque chose de juste, mais aussi d'être quelque chose de serein. On va te dire le droit. T'as fait ça, bon, faut pas faire ça, donc vous avez ça, mais bon, c'est pas, voilà, monsieur, il faut pas le faire. C'est pas compliqué de dire ça. Quand tu arrives dans ce palais de justice, t'es censé avoir peur. Moi, je sais, je les ai affrontés, j'ai pas eu peur d'eux, et ça m'a coûté la moitié de ma vie. Ils m'ont dit que, ils m'ont pas dit ouvertement, bien entendu, mais ils m'ont fait comprendre que je dois pas faire ça. Je dois avoir peur, bordel. Moi, j'ai pas peur. Alors ça va pas. Parce que le rite, il peut pas se dérouler. J'ai le sentiment, bon, comme on a tous, d'avoir eu le choix de ma vie, quoi. De faire ce que je voulais, mais en fait, pas du tout. J'ai subi les circonstances. Et comme tu disais, je me suis adapté aux circonstances. Parce qu'une circonstance en entraîne une autre, qu'on ne connaît pas, mais qui elle-même va entraîner la suivante. Donc en fait, tu ne peux pas savoir ce qui va devenir de situation que tu traverses. Et puis un jour, quand c'est fini,
Moi, par exemple, que j'essaye maintenant de sortir un petit peu de cette fameuse histoire, je me dis, ben, moi, par exemple, je sais pourquoi on a fait ça. Voilà, j'ai tenu un discours philosophique très embrouillé, Pupus, sur l'indépendance d'une chose dans un ensemble, alors qu'elle fait partie d'un ensemble, indissociable du tout, mais que finalement, chaque élément pris à part explique les choses. Par exemple, il dit, est-ce que je peux dire... Juge, il prend le parti des prostituées et combat les proxénètes à Lyon. Il est cassé par la justice. Elle, bravant les lois mortelles du milieu, quitte le trottoir. Brisés, le juge et la putain tombent amoureux. Scandale, misère. En 1994, cela avait fait l'objet d'un film dans Aléa. Une histoire d'amour. Aujourd'hui, l'histoire est terminée. Tragiquement. Souvenir, rediffusion. Alors ma vie à grande vitesse, ben, elle n'est pas simple, elle est longue. Elle est sur 19 ans, presque une génération de foutus en l'air. Alors elle a d'abord été par ma vente. Vendue par mon mari et mon ébahissement, vendue. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai été vendue. Après j'ai fait 12 ans de trottoir, 12 ans de supplice. Je veux dire même 12 ans de torture, qui me torturent encore aujourd'hui. Avec la destruction de la prostitution, parce que la prostitution détruit. C'est une destruction aussi bien morale que physique, que... C'est une destruction totale. Et puis après, il y a eu le procès des macros, des proxénètes, on les appelle comme on veut, qui sont synonymes de libération, mais avec tous les revers de médaille, c'est-à-dire les courses-poursuites, les tentatives de meurtre, etc. Et puis il y a ce juge qui arrive là au beau milieu, qui me porte secours. Il me porte secours avec son cœur. C'est tout, et avec son cœur. Mais son cœur de juge, pas son cœur d'amoureux. Et puis subitement, il y a eu la cassure de ce juge. La cassure a été pour moi un grand choc, donc un grand coma, parce que j'ai fait une tentative de suicide qui a duré 8 jours. Et c'est cette personne qui a été cassée qui m'a ramené à la vie, en venant me parler pendant 8 jours pour me faire sortir de mon coma. Et après ces 8 jours de coma, il y a eu une espèce de bouleversement, donc un déconditionnement fait encore par ce juge, mais qui avait complètement changé d'optique, parce que je pense qu'après ça, ce juge m'aimait. Mais moi, je ne l'aimais pas, parce que je ne savais plus ce que c'était qu'aimer. Et à partir de là, tout a déraillé. Et ça a été très vite après. Entre 87 et 88, je me suis retrouvé à la porte. Et depuis 88, cette galère, on la vit ensemble. Puisque c'est elle qui m'a ouvert sa porte. Philippe est tombé amoureux de Marie. Mais Philippe était juge et Marie prostituée en rupture de trottoir. La justice n'a pas supporté cet amour et a condamné ce couple au chômage, à la clandestinité, à l'exclusion.
ça a été fabuleux parce que j'ai dit, bon, ben, finalement, Philippe, qui s'est oublié pendant des années, a fait un super travail. Il m'a laissé me reconstruire. Et là, j'ai eu un grand choc. Je me suis rendu compte que j'avais été très égoïste, que je l'avais laissé vivre à côté de moi. Et que lui, tous les jours, de tous les jours, du matin jusqu'au soir, il pensait qu'il n'était plus rien. Et moi, je ne le voyais pas. Je l'ai vu après l'émission. Sans les médias, je serais resté un simple numéro au ministère de la Justice, le friand, magistrat retraité, classé aux archives. S'il y a eu une certaine réserve au départ, je veux dire, on ne les connaissait pas. Après, bon, on les a rencontrés par la télévision, donc par Mireille Dumas. Et après, je crois que les gens se sont mobilisés derrière Philippe et Marie. De par ma fonction, c'est vrai que je connais un peu tous les gens du village et par les pompiers ou par les gendarmes, je savais qu'ils étaient en très grande difficulté. Et pour nous qui étions à côté d'eux, on ne pouvait pas les laisser crever, c'est vrai, sans leur porter secours. On y va. Allez, on descend. 1. On descend. 2. On se redresse. Allez. On redescend. On respire. On se redresse. Allez. 1. On descend. On pose bien sa tête. On se redresse. C'est bien. Sur le trottoir aussi, je donnais la main, mais je la lâchais beaucoup plus vite. Parce que tout était minuté, chronométré, donc je n'avais pas le temps. Maintenant, je prends la main beaucoup plus longtemps. Et tout doucement, plus les gens commencent à sortir de leurs problèmes, j'enlève un doigt. Ensuite, j'enlève un deuxième doigt, un troisième doigt, jusqu'à ce que j'enlève mes 5 doigts. Et tout doucement, après, les gens s'en vont. Ils font place à une autre personne, parce que quand on leur a lâché la main, c'est qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ça, c'est très dur, parce qu'à la fois, on a le remerciement de ce qu'on a réussi à faire, et ce zut, et moi, qu'est-ce qui me reste? Voilà. Le premier massage, on le fait doux. Et la prochaine fois que vous viendrez, on pourra monter les poings sur la nuque. Elle ne fait pas de la naturopathie ou de la radiesthésie par compensation d'avoir été pute, elle le fait simplement parce qu'elle l'était avant et que sa période du trottoir n'a été qu'une interruption forcée. Alors les pieds, c'est ce qui m'a amené au shiatsu. Parce que pendant des années, j'ai fait de la réflexologie. Alors la réflexologie, c'est tout bête. C'est tout bête, c'est quelque chose de très marrant à faire. Bon, je vais par exemple masser mon cerveau. Alors mon cerveau, je le masse dans mon pied, là, le point est là. J'ai de la sinusite, j'ai le nez complètement bouché, j'ai mal au front, je suis pas bien, encore un coup. Là j'ai trouvé tous mes points de sinus.